Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien, que vous prenez soin de vous et des vôtres, et que vous êtes prêts à entamer cette troisième semaine de cours. Alors je vous propose aujourd'hui, à l'entame donc, de cette troisième semaine de cours, de parler de l'organigramme fonctionnel. En fait, plutôt que de parler, je vous propose de reparler de l'organigramme fonctionnel, mais cette fois-ci sous un aspect méthodologique. Voilà, comme je vous l'ai souvent dit, dans notre domaine à nous, et puis de manière générale dans la vie, hein, la méthode importe. Si vous voulez aller vite dans quelque chose, mieux vaut avoir une méthode. Alors, aujourd'hui, en fait, on va simplement parler de la méthodologie qui va nous amener assez facilement à réaliser un organigramme fonctionnel. Alors évidemment, il va s'agir pour vous d'adapter le cours d'aujourd'hui au projet qui nous intéresse, à savoir le décor d'un plateau de télévision. L'organigramme que je vous propose de discuter aujourd'hui, la notion d'organigramme ou la méthodologie pour arriver à concevoir un organigramme est une méthodologie très générale. C'est-à-dire que c'est à vous d'avoir à chaque fois l'intelligence, au gré des projets, d'adapter cette méthode au projet qui vous intéresse et donc à votre thématique. Tout ça, bien sûr, en gardant dans un coin de votre esprit qu'il y a aussi un concept. Voilà. Alors, je vous propose aussi, donc à l'entame de cette troisième semaine de cours, d'expérimenter une nouvelle manière de dispenser le cours par des vidéos qui seront postées sur YouTube. Vous pourrez les voir quand vous le souhaiterez, les voir et les revoir. Et voilà, un débit de connexion qui peut être aussi très, très bas, hein. Il n'est pas nécessaire d'avoir de très bonnes résolutions, une très bonne résolution. Voilà. Donc je vous propose, c'est donc une semaine pleine de nouvelles choses que je vous propose aujourd'hui. Voilà. Même si encore une fois l'organigramme, hein, c'est pas une chose nouvelle. Mais la méthode qu'on va expérimenter cette fois-ci, elle, est nouvelle. Alors, je vais partager et commencer le diaporama. Pour suivre ce diaporama, vous pouvez vous aider du cours que je vous ai envoyé en PDF. Alors, l'organigramme fonctionnel. Qu'est-ce que l'organigramme fonctionnel? Question logique. Bien sûr, l'organigramme fonctionnel est un outil indispensable à tout concepteur. C'est pour ça que je vous propose de discuter l'organigramme fonctionnel, la manière de le réaliser. D'abord par une introduction, une définition très générale de ce qu'est un organigramme, et puis ensuite de nous intéresser de plus près à la méthodologie de réalisation d'un organigramme. Alors, cette méthodologie, je vous propose de la diviser en deux axes. Le premier axe qui comprend deux étapes, les deux premières, et le deuxième axe qui comprend les trois autres. Alors, la première étape, il sera question de tenir compte des facteurs du lieu, ce qu'on appelle généralement des contraintes du site. En deuxième étape, il faudra lister les fonctions, et ces deux premières étapes, évidemment, correspondent à la phase de l'organisation justement des fonctions, cette réflexion qu'on va avoir sur les fonctions. Quelles fonctions vont se tenir et quelles relations éventuellement elles peuvent avoir les unes avec les autres, voire avec l'espace qui est censé les contenir. Ensuite, on passe au deuxième axe qui comprend donc la troisième étape, accorder les surfaces aux fonctions. La quatrième étape, insérer les fonctions dans l'espace. Et enfin, en cinquième étape, établir les relations fonctionnelles. Il s'agira, pour ce deuxième axe, d'établir un zoning des espaces. Ces 5 étapes franchies, normalement, l'organigramme fonctionnel devrait être prêt. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous propose de commencer par une définition très générale de ce qu'est un organigramme. Le Larousse nous dit que c'est un graphique de la structure d'une organisation complexe. Ça peut être une entreprise, un groupement, ça peut être une école aussi. Et ce graphique, finalement, ce schéma représente à la fois les divers éléments du groupe et leurs rapports respectifs. Donc en fait, si on retient dans cette définition-là, qu'est-ce qu'on retient? Qu'un organigramme, c'est des éléments qui sont mis en relation les uns avec les autres. Wikipédia, une autre source très générale, nous dit qu'un organigramme est une représentation d'une programmation sous la forme d'un schéma. Voilà, donc on retrouve là aussi graphique, schéma,
on sait que c'est pas quelque chose de concret. Voilà, c'est une représentation un peu de l'ordre de l'idée. En architecture, l'organigramme est un mécanisme, c'est un outil de réflexion qui nous permet de synthétiser le programme du client et de l'intégrer dans une organisation spatiale. En gros, c'est ce qui va nous permettre de faire la liaison entre la volonté du client, qui des fois peut être euh, synthétisée dans un programme quand il s'agit surtout d'appels d'offres ou de marchés publics. Des fois, quand il s'agit de clients un peu particuliers, un peu profanes, à ce moment-là, il sera plutôt question de volonté que vous aurez encore plus de difficultés là à traduire en organigramme, en fonction d'abord, et puis ensuite pour en faire un organigramme. Voilà. Donc c'est vous dire que c'est un apprentissage qu'il faut faire, et c'est une méthode de travail aussi qui est très importante au démarrage. Voilà. Utilisé au début du processus de conception, l'organigramme permet de traiter une partie des informations nécessaires à la réalisation du plan. On parle bien sûr d'une partie des informations nécessaires et pas de toutes les parties des informations nécessaires, parce qu'il ne s'agit pas dans un organigramme d'avoir quelque chose de définitif ou de figé, ou de tout prendre en compte. Ce qu'on va surtout prendre en compte, c'est les fonctions. Et donc, un organigramme permet de mettre les objectifs relationnels entre les fonctions d'un programme. C'est un processus didactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'organigramme fonctionnel n'est pas figé. C'est quelque chose qui va évoluer tout au long du processus de conception, et c'est tout à fait normal. Simplement, il s'agit d'avoir une base de réflexion. Et c'est très important, nous l'avons vu au premier semestre, de pouvoir se référer à quelque chose que l'on a fait un temps après l'avoir fait. Parce que la mémoire, vous savez, on oublie. Surtout avec l'âge. Voilà. Alors, vous avez ici deux exemples d'organigrammes. L'un pour du tertiaire, donc plutôt pour une administration. Et le second, enfin une administration, pardon, un commerce. Et le second, où il s'agit plutôt d'un habitat. Alors, vous voyez bien que dans la représentation, c'est différent. Voilà. On aura bien sûr, nous, aux Beaux-Arts, tendance à préférer celui qui est à droite, mais c'est pas très important. Ce n'est pas la forme qui est importante. Vous savez bien qu'un organigramme, c'est une représentation qui n'est pas normalisée, donc on a toute la liberté de s'exprimer. L'essentiel, c'est que ce soit compréhensible. Donc retenez que nous avons ici des éléments, ce dont on a parlé juste avant, des entités, et que ces entités sont mises en relation les unes avec les autres. Sur l'organigramme de gauche, vous voyez des flèches rouges qui pénètrent un cercle. Vous avez d'autres cercles qui se superposent en partie les uns sur les autres. Ça nous renvoie à nos espaces superposés, rappelez-vous. Et puis on a d'autres liaisons qui sont faites par des traits pointillés et une petite légende qui permet de comprendre l'organigramme. Il s'agit d'un espace particulier. Donc, à ce moment-là, il faudrait qu'on ait aussi une représentation qui soit assez particulière, donc un légendage qui permette de comprendre cette organisation-là. L'autre organigramme, celui qui est sur la droite, représentant un habitat, est plus facile pour nous à comprendre. Enfin, est plus facile à comprendre pour tout le monde, puisqu'il s'agit d'espaces qui sont immédiatement appréhendés, ceux de l'habitat. Voilà. Donc on comprend aisément là aussi qu'on a euh, des espaces, des fonctions qui tiennent dans des espaces et qui sont reliées les unes avec les autres par des flèches, ces flèches menant d'ailleurs du premier étage, du rez-de-chaussée pardon, jusqu'au premier étage ou de l'entrée vers le garage. Vous voyez qu'on comprend assez facilement comment le projet risque de se faire. Bien sûr, il s'agit là d'une représentation schématique et pas d'une architecture. En fait, l'organigramme permet de structurer, d'organiser sa pensée autour des facteurs qui composent un programme. Et ça, c'est très important au démarrage. Quand on entame un projet et qu'on a justement cette peur de la feuille blanche, avoir cette méthode de démarrage peut s'avérer, en tout cas au début de son exercice professionnel, très utile. Voilà. Y compris dans son exercice d'apprentissage. Alors en fait, il faudra donc suivre une méthode au début. Après, vous pourrez bien sûr vous la réapproprier, c'est même souhaitable. Mais en tout cas, au début, moi je vous conseille pour cet exercice-là, donc pour le décor de plateau de télévision, de suivre cette méthode-là, en 5 étapes. La première, il s'agira de tenir compte des facteurs du lieu, et donc généralement de ce qu'on appelle les contraintes. Alors,
Il s'agit ici, comme on l'a dit tout à l'heure, de parler de l'organisation des fonctions. Le lieu de l'intervention, que l'on appelle généralement le site, impose ses caractéristiques et oblige les concepteurs à en tenir compte. Bien sûr, quand on s'insère dans un lieu, comme designer, comme architecte d'intérieur, ça veut dire qu'on arrive dans une architecture qui généralement existe déjà. Encore plus que si on avait nous-mêmes à concevoir une architecture. Mais malgré ça, tout site amène des contraintes, amène des facteurs du lieu. Voilà. Dans le cas d'un habitat, justement, la première ou les premiers facteurs du lieu, c'est évidemment l'orientation. Si la maison est orientée plein nord, si elle est orientée au sud, à l'ouest ou à l'est, tout ça va déterminer la répartition des espaces. Si on est au sud, on aura tendance à mettre un salon, un espace de vie, un espace jour, pour accueillir justement le maximum de lumière tout au long de la journée. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc ça, c'est un facteur de site. Ou alors, on peut, des fois, considérer ces facteurs du lieu, ou facteurs du site, comme des contraintes. Il s'agit notamment des mitoyennetés, du voisinage, des gaines techniques, des descentes, des canalisations, ou même des passages électriques. Il s'agit aussi des ouvertures qui existent déjà dans l'espace. Donc tout ça, ça peut être aussi considéré comme des contraintes. L'ensemble étant considéré comme les facteurs du lieu. Et il est évidemment le concepteur en tout premier lieu, doit tenir compte, sans mauvais jeu de mots, des facteurs du lieu. Le deuxième point, et là on entame à proprement parler le sujet. Avant, il s'agissait de bien savoir où on intervenait, et maintenant il va s'agir, dans une deuxième étape de cette organisation des fonctions, de réfléchir aux fonctions, et donc d'abord de les lister. On va commencer par déterminer les différentes fonctions présentées par le programme. Dans votre cas à vous, il s'agit des espaces du programme auxquels vous pouvez ajouter le séquençage de l'émission. Donc les espaces des programmes vous ont été transmis au premier cours, rappelés au deuxième, et vous les avez aussi, vous devez aussi vous appuyer sur le séquençage de l'émission pour comprendre comment ces différents espaces fonctionnent dans le cadre de l'émission. Donc voilà, donc dans le cadre de votre exercice à vous, il ne s'agira pas de parler de programme, comme on en parle en architecture, mais de parler des espaces imposés par l'exercice et du séquençage de l'émission. Ces fonctions peuvent être bien sûr indépendantes les unes des autres. Ou alors, elles peuvent être regroupées en catégories ou en entités, et déterminer ainsi un des espaces. Tout simplement. Voilà. Il faut, là aussi, avoir l'intelligence de transposer ce que vous avez en face à vous, écrit, à votre exercice. Voilà. Et donc, si on prend l'exemple d'un habitat, on peut dire, si on prend simplement deux fonctions différentes, qui sont cuisiner d'un côté et se divertir de l'autre, qui peuvent bien sûr se transposer spatialement en deux espaces distincts, la cuisine et le séjour. Vous voyez que pour se divertir, on peut se divertir de diverses manières. On peut se divertir en lisant, ce qui est une fonction, en regardant la télévision, ce qui est une autre fonction, ou en recevant des amis, une troisième fonction. Ces trois fonctions-là peuvent être regroupées sous une fonction générale qui est se divertir. Cette fonction générale, se divertir, trouvera certainement sa place dans un espace qui s'appelle le séjour, alors que la fonction cuisiner, elle, restera indépendante dans un espace qui est celui de la cuisine. Voilà, très brièvement, comment des fonctions peuvent être organisées dans le cadre d'un habitat, dans le cadre de deux espaces que nous connaissons tous, qui est la cuisine et le séjour. Alors, en troisième lieu, il s'agira d'accorder les surfaces aux fonctions. Après avoir fait au préalable une liste au niveau de la deuxième étape des fonctions qui vont se tenir dans votre espace, donc dans votre
décor de télévision. Nous pourrons discuter de ces fonctions-là une fois que vous aurez entamé votre travail sur l'organigramme. Donc, sur la base de ces fonctions-là que vous aurez déjà énumérées, classées en catégories, en entités, nous allons réfléchir aux espaces à accorder, aux surfaces à accorder à chaque fonction de l'organigramme. Des fois, dans un cas très général, qui est celui du cours, ces surfaces sont indiquées par le maître de l'ouvrage dans le programme. C'est le cas, par exemple, des concours d'architecture. En architecture intérieure, c'est souvent au concepteur de les déterminer en fonction, entre autres choses, de la volonté du maître de l'ouvrage, de l'usage du lieu et des contraintes techniques, des contraintes normatives et celles liées au fonctionnement de l'espace. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, à l'entame d'un projet, cerner les attentes de votre maître de l'ouvrage, de votre client, faire des recherches par rapport à la thématique, au sujet que vous allez travailler, et puis bien sûr, comme nous l'avons dit en première étape, il faut relever toutes les contraintes techniques, de fonctionnement, d'usage qui sont liées au lieu. Voilà, ça veut dire qu'il faut quelque part faire une sorte de petit état de l'art. Il faut faire évidemment une recherche en ce sens. C'est ce que vous avez précisément commencé à faire en réfléchissant, sur un autre plan bien sûr, mais au concept. Voilà. Donc je reviens aux surfaces. Et donc cette attribution de surface aux fonctions peut être présentée sous forme de tableau. C'est même recommandé. Un tableau, c'est quelque chose de très synthétique, ça résume très bien, sans mots finalement excessifs, ce que vous pouvez avoir dans votre esprit en termes de surface. Donc voilà, c'est un bon outil de rationalisation. Moi je vous recommande justement de répartir ces surfaces dans un tableau. Alors, ces surfaces peuvent ensuite être regroupées en entités qui formeront par la suite des espaces à proprement parler. Un petit exemple pour illustrer ça, toujours dans l'habitat que nous connaissons puisque ça a été notre premier exercice du premier semestre, on revient aux fonctions dont on avait discuté en partie tout à l'heure. Cuisiner, on va énumérer les fonctions, donc on a listé dans un petit habitat quelles étaient les fonctions qui allaient dominer. Donc on va avoir cuisiner, enfin pas un petit habitat, pardon, le petit habitat c'est un peu plus tard, dans une grande maison, enfin moyenne, on a listé un certain nombre de fonctions qui allaient se tenir dans deux espaces, au moins. Il s'agit de cuisiner, de la fonction cuisiner, de la fonction prendre ses repas, de recevoir des invités, de se détendre, de regarder la télévision et de lire. On a choisi d'attribuer théoriquement à chaque fonction une surface. Cuisiner aura 8 mètres carrés, prendre ses repas 12 mètres carrés, recevoir des invités 12 mètres carrés également. Se détendre et regarder la télévision ont été groupés dans la même surface de 9 mètres carrés et à la fonction lire, il a été attribué un espace à part de 6 mètres carrés. Voilà. Ensuite, vous voyez que les 4 fonctions recevoir des invités, se détendre, regarder la télévision et lire ont été regroupées ensemble dans un même espace qui est celui du séjour. Alors que prendre ses repas a été laissé à un espace à part particulier qui est la salle à manger. La cuisine accueille la fonction cuisiner, mais ce sont deux espaces indépendants les uns des autres et indépendants également du séjour. À l'issue de tout ça, pour terminer notre tableau, on fait une addition de toutes les surfaces et on arrive à 8 mètres carrés pour la cuisine, 12 mètres carrés pour la salle à manger et 27 mètres carrés pour le séjour qui accueille donc 4 fonctions. Voilà. Rappelez-vous, lorsqu'on avait entamé le tout premier exercice, donc celui du studio, je vous avais montré une manière que vous pouviez avoir, que vous pouviez utiliser assez facilement, et qui permettait d'avoir une assez bonne visualisation du rapport de proportion entre les surfaces attribuées à chaque fonction. Voilà. Alors, imaginons
qu'on ait un studio qui fasse 20 mètres carrés. Ces 20 mètres carrés là, moi je décide schématiquement, pour me faciliter le travail, de les représenter sous la forme d'un rectangle qui ferait 4 mètres sur 5. Sachant que mon studio, physiquement, ne fait pas n'est pas un rectangle de 4 mètres sur 5. Cette représentation schématique de la surface de mon studio, qui en réalité fait 20 mètres carrés mais ne ressemble pas à un rectangle de 4 mètres sur 5, est juste un schéma qui va me permettre d'avoir un bon rapport de proportion, de juger du rapport de proportion de ma division spatiale. Alors, division spatiale, comment je fais? Je vais considérer par exemple que j'attribue 10 mètres carrés à l'espace que je considère être la chambre séjour. Donc un séjour qui fait chambre, une chambre qui se transforme en séjour et vice versa. Alors 10 mètres carrés, ça veut dire que je divise simplement mon rectangle en deux. 2 mètres sur 5, ça fait 10 mètres carrés. Voilà. Ça ne veut pas dire que ma chambre aura cette forme-là, ce qui n'est pas fonctionnel du tout pour une chambre, qui aura plus l'air d'un couloir. Et donc, c'est juste pour avoir une proportion. Je vais considérer que 4 mètres carrés, c'est suffisant pour ma kitchenette qui va donc accueillir les fonctions d'évoluer à une cuisine, une petite cuisine, cuisiner, préparer, stocker, euh, et voilà. Et puis ensuite, je vais considérer aussi que ma salle de bain, avec ses fonctions, va pouvoir rentrer dans 4 mètres carrés. Il me restera donc 2 mètres carrés que je considère devoir concéder à des rangements. Voilà, ça veut dire que proportionnellement, voici le rapport surfacique entre mes différents espaces. Ceci, bien sûr, ne correspond pas à une division spatiale, c'est une division schématique des surfaces, c'est une division surfacique, simplement. Voilà. Et donc ici, il s'agit d'accorder une première valeur visuelle mesurable aux fonctions et donc aux espaces qui les contiennent. Il s'agit donc de donner un aperçu rapide des rapports de proportion entre les espaces. C'était, rappelez-vous, une petite astuce pour pouvoir approcher de manière un petit peu plus rapide, un petit peu plus facile euh, les rapports surfaciques. Évidemment, je vous le reprécise, ce schéma doit être à échelle proportionnelle. Passons au quatrième point. Il s'agit ici d'insérer les fonctions dans l'espace, considérant que nous avons d'ores et déjà attribué des surfaces à des fonctions dans une représentation schématique, dans une représentation théorique, si c'est le cas d'un programme. Il s'agit maintenant de faire en sorte que ces surfaces-là puissent s'insérer dans les limites et les constantes de l'espace attribué. Les limites, c'est évidemment les limites physiques, et les constantes, il s'agit donc des contraintes éventuelles qu'on peut croiser sur le lieu du projet. Il s'agit bien sûr de commencer à faire cette projection-là, donc cette première insertion, ces premières insertions des fonctions dans l'espace à échelle proportionnelle, et bien sûr, au fur et à mesure de l'évolution de votre projet, votre échelle proportionnelle va évoluer en échelle normalisée, bien sûr, quand on passera l'étape de l'organigramme et qu'on évoluera vers l'esquisse au centième ou vers un détail un petit peu plus poussé au cinquantième. Voilà. Ce faisant, donc quand vous allez devoir dessiner votre organigramme, donc insérer vos fonctions dans l'espace et donc aboutir à l'organigramme fonctionnel, il ne faudra pas oublier d'établir les relations fonctionnelles, donc les relations, de matérialiser les relations, les liaisons qui se font entre les espaces, qui peuvent se faire entre les espaces. Je vous donne juste un petit exemple, et c'est le seul que je donnerai par rapport au décor de télévision. On a vu que l'invité dans le séquençage quittait la table la table des invités pour aller vers la scène. C'est donc une liaison, c'est donc une circulation qui va se faire d'un point A vers un point B. Cela nous renvoie directement aux stratégies d'aménagement. Voilà. Donc vous aurez compris que quand un organigramme fonctionnel est achevé, quand il est justement fonctionnel, quand il fonctionne, on a le pied tout de suite à la première marche de la formalisation du projet, et donc on est
à l'entame de notre esquisse. Bien sûr, au préalable, il faudra avoir réfléchi aux stratégies, d'aménagement de l'espace, bien sûr. Voilà. Oui, donc les liaisons bien sûr qui peuvent exister entre les espaces, il s'agit des circulations, des ouvertures et des escaliers bien sûr. Là aussi, je reprends l'exemple de l'habitat. Je me suis un petit peu trop avancé, j'ai été emporté, par le lyrisme de mon cours, retransmis sur YouTube. Excusez-moi. Voilà, en conclusion, on peut dire qu'une méthodologie d'organisation structurelle de la pensée au travers de l'organigramme fonctionnel permet très rapidement au concepteur de se placer dans une dynamique de recherche et de s'imprégner du projet et de son programme. Heu, c'est beaucoup de mots, tout simplement pour vous dire que si vous appliquez cette méthode, pour réaliser votre organigramme, vous gagnerez du temps. Vous dépasserez les peurs, les appréhensions de la feuille blanche parce que, vous aurez la main, l'esprit, guidé au tout début balisé dans un schéma de conception. Si on allie ça aussi au balisage conceptuel, on peut donc considérer qu'on a les balises à droite et à gauche pour bien entamer la conception. C'est pour ça que j'insiste encore une fois, une deuxième fois, sur ce qu'est un organigramme fonctionnel et sur le fait que ça doit constituer pour vous le début, l'entame d'un projet. Voilà. Je vous souhaite une bonne, un bon travail et puis, que vous soit profitable, ce cours. Prenez bien soin de vous et à très vite sur Discord, j'imagine. Ciao.